On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Bonne nouvelle pour les contribuables joannais. Gel de la taxe foncière. Également, on absorbe la taxe de plus qu'on devait vous charger pour le compostage cette année. Bref, les élus se sont entendus majoritairement et unanimement pour avoir un gel de la taxation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne nouvelle pour les contribuables joannais, 0 % d'augmentation, donc gel de la taxe foncière en 2021 pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, M. Latour. C'est un courant qui avait été lancé par d'autres villes et municipalités au Québec, qui avait dit, bon, avec le contexte de la COVID, on aimerait probablement donner une petite pause à nos citoyens. L'idée avait fait son bonhomme de chemin. L'idée avait aussi été amenée par, entre autres, le conseiller Justin Bessette. Et là, finalement, ça s'est concrétisé. Donc, les élus se sont ralliés à l'idée. Oui, très, très heureux que l'ensemble des membres du conseil ont entendu l'appel du conseiller Justin Bessette, qui avait effectivement rapidement lancé tôt dans le processus budgétaire que nous devions avoir un budget 0 % d'augmentation cette année pour le bénéfice de nos citoyens qui ont vécu une année, somme toute, très difficile. Et puis, d'autant plus que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada nous ont donné une aide financière importante. On sait aussi que la ville de Saint-Jean, c'est une ville qui est bien gérée. Nous avons... le conseil avait mis de côté des sommes en prévision de la COVID. Donc, la municipalité pouvait, cette année, faire un petit effort et offrir un budget d'augmentation zéro. Mais oui, le compte de taxe, le taux de taxe reste à zéro cette année. Cependant, la municipalité prend à sa charge aussi l'augmentation, la hausse de l'augmentation liée au compostage. Donc, cette année, nous avions une facture de 27 $ par unité de logement. Donc, ça représente une somme de 1,3 million de dollars. Donc, même si nous avions gardé le taux à zéro, ça aurait eu une petite augmentation de 0,9 à 1 %. Mais le conseil municipal, unanimement, a décidé de prendre à sa charge cette somme-là et de créditer donc 27 $ chacun des comptes de taxes pour qu'on offre aux citoyens un vrai 0 % d'augmentation, 0 %, 0 $. Comment on y est arrivé? Parce que dans une ville, il y a ce qu'on appelle les coûts de système. Il y a des augmentations prévues aux conventions collectives. La masse salariale des employés, ça représente un bon montant dans les dépenses d'une ville. Et là, si en plus vous assumez le 1,3 million du compostage, donc bref, comment financièrement la ville a-t-elle réussi ce tour de force d'avoir vraiment un vrai 0 % d'augmentation? Premièrement, les gens de notre comité des finances, nos responsables, tout l'ensemble des directeurs de services, notre direction générale, le comité des finances, ont tous très, très, très bien travaillé tout au long de l'année. Ils savaient que c'était une année difficile. Et puis, on réussit à avoir une petite augmentation à la fin. Et ce qui est arrivé, c'est que le conseil municipal a décidé d'utiliser un surplus qui était affecté pour les matières résiduelles. Nous avions un montant de côté. Donc, c'est avec cette somme-là que nous avons réussi à venir créditer l'augmentation par rapport à Compo. Et puis, ensuite, bien, on a comblé la différence entre les revenus et les dépenses avec les montants que nous avions mis de côté, le surplus de 3,8 millions qui était de côté. Donc, on a financé la différence du budget à même les surplus que nous avions mis de côté. Donc, c'est comme ça que, techniquement, qu'on a réussi à offrir une augmentation de zéro. Mais il faut comprendre que même si on a une augmentation zéro du compte de taxes, le budget de la ville continue à augmenter. Parce que la population augmente, nous avons plus des nouveaux immeubles, nouvelles valeurs foncières, augmentation des valeurs foncières. Donc, le budget a quand même, vu comme on a ajouté des immeubles, ajouté de la valeur, le budget a augmenté, donc ce qui compense un peu pour les coûts de système. Bon, et le budget, il augmente de combien, même si les contribuables n'ont pas d'impact comme tel? On parle de quoi? L'année passée, on était à quoi? 180 millions? C'est quelques millions, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais... quelques millions quand même? Quelques millions. Le budget de cette année est de l'ordre de 180 millions de dollars. OK. On est dans ces eaux-là. Bon, je reviens à l'aide gouvernementale, qui est d'environ 7,5 millions? 7,1 millions. 7,1 millions. Bon. Mais en principe, ce 7 millions-là, il était principalement pour l'année fiscale
2020 et non pas 2021. Non, c'est une aide qui nous a été octroyée pour l'année 2020 et l'année 2021. Aussi. Oui, et justement, lorsque le gouvernement nous a envoyé cette somme-là, un des objectifs qui était poursuivi par le gouvernement, c'est que les municipalités puissent continuer à offrir la même qualité de service à leurs citoyens sans augmenter les taxes. Donc, c'est pour ça que ce fut possible à Montréal, d'autres villes, on a vu d'autres villes qui ont emboîté le pas, qui ont offert une augmentation zéro cette année. Bon. Il y a souvent une croyance, pour ceux qui ont travaillé dans le municipal, puis même j'entendais un commentateur qui a déjà été maire d'arrondissement à Montréal qui dit « Oui, on gèle les taxes, mais dans le fond, on pousse par en avant, puis ce qui fait qu'éventuellement, on va peut-être être obligé d'augmenter les taxes peut-être plus qu'on ne l'aurait fait. » Autrement dit que là, c'est bien, on est en année électorale partout au Québec, pas juste à Saint-Jean, puis que là, bon, évidemment, les élus disent « Bon, on va donner une pause à notre monde, mais en quelque part, est-ce qu'on ne pelte pas par en avant des dépenses qu'on va devoir taxer les gens plus tard? » En 2019, la Ville de Saint-Jean a fait un surplus de 6,7 millions de dollars. Donc, on a généré plus de revenus que nous avions de dépenses. Les 2 années précédentes, c'est de l'ordre de 5 millions que nous avions des surplus. Donc, il y a de la marge, là. Il y a déjà... on fait des budgets conservateurs et on se retrouve en réalité... Quand on a des aussi gros surplus, bien, on se trouve finalement à trop taxer nos citoyens. Donc, d'absorber un petit 1 % cette année, c'est pas la mer à boire et on vient pas miner le futur de la Ville de Saint-Jean. La santé financière... La Ville de Saint-Jean a présentement une excellente santé financière. Quand on regarde le taux d'endettement de la ville, on se situe où par rapport à d'autres villes au Québec? Est-ce qu'on est une ville qui est beaucoup endettée, un peu endettée? Non, on n'est pas très, très endetté. On est on se compare très avantageusement relativement aux 11 villes plus comparables. Donc, on parle je pense que c'est 1,60 par le ratio, c'est 1,5 versus 2,5. Donc, encore là, je n'ai pas le chiffre exact, là, je pourrais vous le donner, mais on se compare très avantageusement, même au niveau de l'endettement. Bon. Vous dites, bon, dans les dernières années, on a souvent eu des surplus, mais quand on connaît une année comme aujourd'hui, la COVID, qui n'était évidemment pas prévue dans le calendrier de personne, est-ce que ce n'est pas aussi une bonne chose, justement, d'avoir des budgets conservateurs et de se garder toujours une certaine marge de manœuvre au cas qu'il arrive quelque chose qu'on ne prévoit pas? Tout à fait. Puis je vous donne un scoop. Cette année, le budget 2020, malgré la situation de la COVID, la Ville de Saint-Jean va quand même générer un surplus de son budget cette année. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Très, très intéressant. Donc, la Ville génère quand même un surplus. Oui, la ville de Saint-Jean, c'est une ville qui est très bien gérée et qui est actuellement en très bonne situation financière. Donc, contrairement à ce que le préfet de la MRC a dit, non, la municipalité n'est pas au pied du gouffre. Mais ça, c'est en fait ce que Réal Rayun disait, c'est que si on n'avait pas le fameux dézonage à côté de l'usine d'épuration, qu'éventuellement la ville aurait des difficultés financières. Moi, j'inviterais M. Ryan à regarder la santé financière de sa propre municipalité. Bon, donc... Quoi, est-ce que Noyant est mal... Non, j'ai pas ça, non, j'ai dit. pas, non. Bon, là, dites-moi, parce que souvent, le maire doit aussi faire état de la situation financière de la ville. Donc, en gros, ce que vous nous dites, c'est que la situation financière de la ville, malgré la COVID, est relativement bonne, qu'on va finir 2020 avec un surplus malgré tout, ce qui inclut quand même l'aide gouvernementale, je présume. Non, qui est... Même pas? Non, même pas? Non. Sans aide gouvernementale? Ouais, exactement. Donc, l'aide gouvernementale, finalement, vous l'appliquez davantage en 2021, dans le fond. En 2021, il y a des coûts importants, entre autres au niveau du transport collectif. On a des pertes importantes. Et puis, on anticipe l'année prochaine aussi, on anticipe à l'heure où on se parle des coûts de 3,5 millions de dollars, des coûts relatifs à la COVID, soit en augmentation de coûts ou en perte de revenus. Donc, 3,5 millions, c'est quand même majeur pour le budget 2021, mais on prévoit d'utiliser justement l'aide gouvernementale pour pallier au coût de la COVID pour l'année 2021. Bon, parce qu'en termes de revenus, majoritairement, les revenus viennent de la taxation, évidemment. 80 grosso modo, viennent de la taxe foncière. Bon. Est-ce que la COVID a eu un impact au niveau des revenus de la ville? Mais c'est quoi au niveau des inscriptions aux loisirs, les arénas? Je ne sais pas. Est-ce que
C'est quoi l'impact? Est-ce qu'il s'est donné moins de contraventions? Probablement pas. Je ne sais pas, mais je veux dire, mis à part la taxation, là, le 20 qui reste, est-ce qu'il a été impacté par la COVID? Oui, c'est clair. L'impact, il est de deux ordres. Un, au niveau des revenus. Au niveau des loisirs, c'est important, là, les coûts, au niveau des... mais ça, au niveau des loisirs, au niveau des revenus, mais les revenus de loisirs représentent une mini fraction de notre budget. Où c'est plus important, c'est au niveau du transport collectif. Oui, là. Ça oui. Donc, les gens qui payaient des passes mensuelles pour aller à Montréal, qui ne les achètent plus, c'est somme toute, à 100, je pense que c'est 180 par mois, une passe. Donc, désolé, je pas de passe vers Montréal, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, 180 $. Donc, ça, c'est des sommes importantes au bout de l'année, là. Est-ce que l'offre de services du transport a diminué ou si on l'a quand même maintenu? Ça, c'est une des chances que nous avons eues au niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu comparativement à d'autres municipalités. C'est que le contrat que nous avions avec notre transporteur nous permettait, il y avait une clause là, de catastrophe naturelle, là, donc qui nous permettait de revoir l'offre de service. Donc, on a pu diminuer un petit peu l'offre de service pour éviter d'envoyer des autobus vides à Montréal juste pour respecter notre contrat. Donc, on a pu diminuer un petit peu nos coûts par rapport à... Mais il y a quand même un manque à gagner. Mais il y a quand même un important manque à gagner. Donc, oui, il y a eu une diminution de service, mais on a toujours comblé les besoins qui étaient présents. Bon, mais ça, en même temps, à moyen-long terme, ça va être un enjeu parce que, bon, visiblement, en 2021, le télétravail va se continuer encore quelques semaines, voire quelques mois. Et même une fois la COVID terminée, et je sais que c'est un enjeu pour toutes les grandes villes du monde, là, dont Montréal, entre autres. Puis là, je vois qu'on investit dans le REM en plus pour amener du monde au centre-ville, mais est-ce qu'il va y avoir encore autant de monde dans les centres-villes dans les années à venir? Et là, j'aimerais bien être celui qui peut répondre à votre question. Là. Je pense qu'il y a de grands économistes qui seraient heureux de ma réponse, si j'avais la réponse. Mais c'est évident, là, sans être devin, de penser qu'il va y avoir un impact sur le nombre de personnes qui vont avec l'expérience du télétravail, on peut penser que les gens vont peut-être... on parle beaucoup, là, ce qu'on entend beaucoup, c'est un système hybride. Oui, c'est ça. Du genre 2 jours à la maison, 3 jours au bureau ou l'inverse. Là. Donc, c'est évident qu'il y aura un effet COVID, mais ce qui aura un impact majeur sur notre transport collectif, c'est le REM que vous venez de parler. Les autobus, au lieu de traverser le pont Champlain, d'aller au centre-ville de Montréal, donc vont arrêter à Brossard. Donc, ça va complètement bouleverser notre offre. Il y a lieu, et c'est un des projets pour la prochaine année, une consultation au niveau du transport collectif pour pouvoir réfléchir avec les citoyens comment on souhaite réorganiser. Et moi, je pense que c'est peut-être le moment de peut-être mieux arrimer notre transport urbain avec notre transport interurbain et de déplacer nos ressources peut-être plus du côté urbain, améliorer notre desserte urbaine et que les gens puissent réellement aller à Montréal de Saint-Eugène ou d'Iberville ou de partout, ou de l'Acadie ou peu importe, d'aller à Montréal sans la voiture. Bon. Sans utiliser le stationnement incitatif. Mais on comprend qu'il va y avoir un enjeu sur le transport. Là. Visiblement, bon, il y a la COVID, il y a le REM, mais la combine des deux fait en sorte que revenus, dépenses, offre de services urbains, interurbains, tout à fait. Il va y avoir tout un questionnement à venir dans les prochaines années là-dessus. Là. Complètement, vous avez raison. Bon. Là, il faut souvent aussi séparer, depuis quelques années, vous le faites, contrairement peut-être à d'autres villes, mais là, vous adoptez le budget. Et puis la taxation foncière et tout ça, évidemment, c'est pour payer un peu, comme on dit, l'épicerie. Là. Par contre, le programme triennal d'immobilisation, depuis quelques années déjà, la Ville l'a séparé. Vous l'adoptez un peu plus tard, quelque part au printemps, là, à l'été même. Pourquoi d'ailleurs on a fait ça? Parce qu'auparavant, on était habitué que d'une part, on votait le budget et on votait aussi les immobilisations, ce qu'on ne fait plus. Deux raisons. Premièrement, c'est un gros travail. Juste le budget, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, beaucoup de débats, beaucoup de discussions au niveau des élus, les demandes de services, les ressources humaines. Il y a beaucoup d'enjeux. Et le plan triennal aussi. Donc là, c'est des choix. Donc, c'est deux grosses bouchées, dans le fond. Donc, premièrement, les séparer en deux, bien, ça simplifie le travail des élus et surtout le travail des fonctionnaires là, qui n'ont pas à masquer ces deux grosses assiettes-là en même temps. Mais le fait de les scinder aussi jouait dans les niveaux des processus d'appel d'offres. Donc, en les adoptant plus tôt, on peut enclencher les projets, les plans et devis pour aller plus tôt dans l'année suivante
en appel d'offres là, pour la réalisation des fameux projets. Donc là, dans le fond, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous allez devoir donc vous pencher sur l'adoption du prochain PTI l'été prochain. Donc, le travail va recommencer. C'est des travaux qui se poursuivent à l'année longue, là, le budget, le PTI, les projets avancent, il y a des projets qui se réalisent, qui devaient se réaliser, qui ne se réalisent pas. Mais en même temps, quand on regarde de façon assez rapide, parce que là, récemment, on parlait d'essayer de sauver la pinède à l'île Sainte-Thérèse. C'est un exemple. L'autre fois, on disait oui. On n'essayera pas de la sauver, on va la sauver. Oui, mais il y a un coût. Oui. Il y a un coût. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute une taxation spéciale comme on l'a déjà fait pour le programme de sauvegarde? Comment voyez-vous, disons, la sauvegarde de la pinède? En fait, la question, c'est si on veut la sauver, comment on la finance? La première chose que le conseil municipal doit faire, c'est revoir ses priorités de développement. Ça, on en parle depuis des années. Hein. Il faut, dans nos priorités de développement, augmenter la pondération pour, un, les projets qui n'ont pas d'acceptabilité sociale, et deux, qui n'ont pas les zonages adéquats pour leur réalisation. Et troisièmement, des terrains où on retrouve des milieux naturels, des milieux humides, des terres agricoles ou autres. Donc, il faut revoir nos priorités de développement. C'est la première chose à faire. Et puis, arrêter de mettre les terrains de golf ou les terrains justement, où on retrouve des milieux naturels dans notre haut de notre liste de priorités. Et après ça, il faut être imaginatif, il faut être patient, il faut y aller petite bouchée par petite bouchée. Et puis là, le conseil municipal, tous sont d'accord pour revoir le plan de conservation, aller avec la phase 3. Donc, ces travaux-là n'ont pas débuté actuellement au conseil, mais ils devront le faire. Donc, la pinède de l'île Sainte-Thérèse pourrait se retrouver dans la phase 3 du plan de conservation? C'est mon souhait. Et on pourrait le financer de cette façon-là. Tout à fait. À ce moment-là. Parce qu'on regarde ça, on se dit, OK, là, on veut sauver la pinède d'un côté. L'autre jour, on disait, bon, la piscine est finie au parc Ronald Beauregard. Si on en veut un autre, ça coûte 10 millions. On veut une passerelle sur la 35. On veut refaire des infras. On veut asphalter des rues encore en gravier un peu partout. À un moment donné, juste ce que je viens de dire, puis il y a la bibliothèque, puis écoute, la cour est pleine de projets, un boulodrome, des terrains de soccer synthétiques. Je veux dire, on a tous des belles ambitions, mais tout ça coûte des sous, puis il faut faire des choix. Tout à fait. Ensuite, c'est une question de volonté politique, puis de priorité. Donc, de là l'importance d'avoir des élus qui travaillent dans l'intérêt des citoyens, d'avoir des élus qui prennent soin des finances publiques, qui n'engagent pas des dépenses, des frais en des endroits inopportuns, des endroits inopportuns, et puis travailler au projet dont tiennent les citoyens. Puis les projets que vous avez mentionnés sont tous de très bons projets. Dans le cas de la passerelle, par exemple, là, c'est un projet qui est promis par tous les élus. Tous les élus avaient ce projet-là dans leur carton, dans leurs engagements électoraux. Ouais. Et pourtant, j'ai appris dans le Canada français que ce projet-là ne se réalisera pas avant 2025. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ils tiennent leurs informations. Mais lorsque moi, j'aurai les appuis au conseil, ce projet-là va se réaliser dans le présent mandat. Et puis, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler les projets, il faut les monter, les préparer, et ensuite les mettre à les appliquer pour les programmes de subvention disponibles. Donc, souvent, lorsque les programmes de subvention arrivent, puis ça fut un peu le cas là, pour les infrastructures sportives. Le projet n'était pas du tout monté. Donc, quand le programme est arrivé, il a fallu travailler d'arrache-pied pour monter notre projet. Donc, les projets dont on tient, qui nous tiennent à cœur, bien, il faut les préparer, les monter et puis les pousser au bon moment. Là. Mais est-ce qu'on a assez de sous pour tout faire ça? Si on veut sauver la pinède, avoir des terrains synthétiques, avoir un boulodrome, une passerelle, je veux dire, est-ce qu'on a les sommes requises pour aller de l'avant? Oui. Et puis, moi, je suis heureux, dans le cas de la pinède, de voir l'appui de nos députés, Christine Normandin et Louis Lemieux aussi, qui nous donnent leur appui dans ce projet-là. Donc, nous allons certainement faire appel à eux pour aussi nous aider pour financer la chose. Quand on regarde ça quand même, je regarde un peu les principaux enjeux qu'on avait à l'élection il y a 3 ans. Les golfs, l'aéroport, le champ de tir. J'ai l'impression qu'on est encore au même point aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 3 ans. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus.
Effectivement, donc c'est pour cette raison-là que j'invite les électeurs à voter pour les candidats de l'équipe Alain Laplante à la prochaine élection, pour qu'on nous puissions aller de l'avant plus rapidement, régler les problèmes plus rapidement que nous le faisons présentement. Mais, OK, je reviens à la question. Si vous aviez été majoritaire il y a 3 ans, est-ce que ces 3 enjeux-là auraient été réglés? Je vous dis probablement que oui. Et comment? Je comprends pas. Non, mais je veux dire, si vous dites, OK, comment on aurait réglé le chantier, comment on aurait réglé le golf, comment on aurait réglé l'aéroport? C'est quoi le problème avec les golfs? Je ne sais pas, vous auriez... Le problème, c'est mes adversaires. Le problème, c'est mes adversaires qui veulent construire, qui veulent détruire les golfs. C'est leur problème à eux. Mais dans le cas de l'aéroport, vous auriez fait quoi? Il faut mettre en place, nous aurions dû plus rapidement mettre en place des mesures d'atténuation déposées à Transport Canada pour avoir un réel répit pour les citoyens. C'est important, très, très important de venir réglementer pour cesser les poser des collets les dimanches, les fêtes de semaine, les dimanches, pour que les citoyens puissent avoir un réel répit. Et puis actuellement, le conseil municipal est en négociation avec... on est mercredi. Avec les cadets, là? Avec les cadets, donc on est mercredi, donc l'émission est présente. Ouais. On enregistre lundi, mais il y a un conseil mardi, puis on est diffusé donc mercredi. Mais donc le conseil adoptera une entente avec les cadets. Avec les cadets, ouais. OK, donc ça aussi, ça va progresser. Là. Ça va progresser. Bon. Puis le chantier à l'Acadie, ça va se finir devant les tribunaux? Le dossier est déjà devant les tribunaux, je sais, donc mais je vais me garder de tout commentaire relativement à ce dossier-là. Bon, parlant de dossier devant les tribunaux, évidemment, vous ne me répondrez pas, mais je vais quand même vous poser la question. Il y a 9 de vos partisans là, qui font la cible donc d'une poursuite devant les tribunaux de 540 000 $ pour diffamation, etc., etc. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Donc, vous n'avez aucun commentaire là-dessus? Bon, avez-vous un commentaire sur votre nouvel adversaire que vous aurez d'ici 1 an à l'élection? Mme Bouchard qui a confirmé sa candidature? Bien oui, je lui souhaite la bienvenue, mais ce n'est pas la seule adversaire qui est apparue la semaine passée. Le sondage du Canada français, le Canada français effectue actuellement un sondage où votre nom à vous, M. Latour, est soumis... J'en ai aucune idée. J'ai pas vu le sondage, je ne sais même pas, il y a un sondage, il est publié quand? Bien, il faudrait demander au Canada français, donc vous pourriez inviter peut-être M. Bouchard ici pour nous en parler. Mais le Canada français, la semaine passée, donc lancé un sondage d'opinion pour savoir pour qui les gens souhaitaient voter. Et il y avait plein de noms de politiciens de soumis au vote et un nom d'un journaliste. Votre nom, M. Latour. Je verrai bien, mais je suis très heureux dans ce que je fais dans la vie, comme je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas en réflexion? Donc, pas beaucoup, non. Pas vraiment. J'adore le travail que je fais. Parce que j'ai préparé aussi une liste de questions. On aurait pu changer. Pour moi? Non. On aurait pu changer. Vous n'aurez pas besoin. Mais si je reviens à Mme Bouchard, parce que Mme Bouchard s'est annoncée, que pensez-vous de la candidature de Mme Bouchard? Bien, je lui souhaite la bienvenue. Et puis, c'est la démocratie, donc tous peuvent se présenter à la mairie. Et je suis bien impatient d'entendre ses positions sur les différents enjeux municipaux. Bon. Mais sinon, vous la connaissez quand même de longue date. Je la connais très, très bien. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? C'est une très, très gentille dame. Je n'ai pas d'opinion particulière. Comme je vous dis, moi, je suis content de voir l'arrivée de Mme Bouchard, qui va venir participer au débat public. Il y a plein d'enjeux, la protection des milieux naturels, la protection des terres agricoles, la protection des golfs, l'enjeu du club de tir, l'enjeu de l'aéroport, donc l'enjeu des infrastructures sportives. Donc, j'ai bien hâte, très, très impatient d'entendre Mme Bouchard sur ces différents enjeux. Bon. Ça va ressembler à quoi, cette campagne électorale-là? Ça risque d'être une campagne très, très intéressante. Mais en réalité, mon adversaire dans cette campagne-là ne sera pas Mme Bouchard. Mon adversaire, ce sera les membres du groupe des 9. C'est là que la bataille va se jouer. Là. Bon, on verra la suite. Monsieur Laplante, merci beaucoup. Merci Bonne journée. à vous. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, de la haute voltige et du hockey. Avec Lisanne Richard, la plongeuse, et le rédacteur en chef de hockey de magazine, Simon Bédard. Manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Jusqu'au 30 avril 2021, il est interdit de stationner dans la rue la nuit lorsqu'il y a une opération de déneigement. Et il est de votre responsabilité de vous informer lorsqu'il y en a. Vous pouvez recevoir des notifications, Twitter, Facebook, site web, téléphone. Il y a 1001 façons pour obtenir l'information. Ça arrive à peu près 20-25 fois par hiver, mais il faut se renseigner pour ne pas avoir de contravention. À demain. Bye-bye.